Le jour même où j'allais demander le divorce, j'ai annulé 5 cartes de crédit, laissant ma belle-sœur bloquée à Dubaï avec une facture de 40 000 €. Ma belle-mère était sans voix quand j'ai entendu ma déclaration. Sous la lumière jaunâtre et tamisée, le chiffre de 200 000 € sur le relevé bancaire paraissait aussi froid qu'une lame déchirant 5 ans de ma jeunesse. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste observé silencieusement la localisation de mon mari dans un hôtel et j'ai esquissé un demi-sourire. Le jeu avait commencé. La nuit à Madrid est devenue si calme que je pouvais entendre clairement le tic-tac de l'horloge murale, chaque seconde défilant lourdement. La lumière bleue de l'écran d'ordinateur se reflétait sur mon visage fatigué, illuminant des chiffres sans âme, tranchant comme des couteaux qui me transperçaient le cœur. Je suis Elena, une directrice financière habituée à gérer des flux de capitaux de centaines de millions d'euros pour ma corporation, mais je ne me suis jamais sentie aussi impuissante et amère qu'en ce moment, en regardant le relevé financier de ma propre famille. 5 ans en tant qu'épouse d'Adriane, et je croyais que mon sacrifice et mon dévouement me donneraient un foyer paisible en retour, mais non. Devant moi se dressait le chiffre final obsédant de 200 000 €, le montant que la famille de mon mari incluant Adriane, ma belle-mère Pilar et ma belle-sœur Vanessa avaient dépensé avec les cartes de crédit supplémentaires que je leur avais fournies pendant tout ce temps. Je restais assise là, la main tremblante, déplaçant la souris sur chaque détail des transactions, sentant mon sang se glacer dans mes veines. Je me souvenais des jours où je m'épuisais au travail, des nuits sans sommeil pour terminer les rapports financiers à temps, et des repas pris à la hâte avec à peine une collation pour gagner du temps. Pendant ce temps, le relevé affichait des noms de luxe que je n'avais jamais osé m'offrir de toute ma vie. Pilar allait dans un spa pour un soin du visage issu du forfait le plus exclusif, coûtant 3 000 € par séance. Vanessa, ma belle-sœur, était au chômage toute l'année mais affichait toujours un style de vie luxueux sur ses réseaux sociaux. Elle n'avait pas hésité à utiliser la carte pour acheter un sac à main de 6 000 € d'une marque française comme si elle achetait des légumes au marché. Et Adriane, mon mari, l'homme à qui j'avais autrefois confié toute ma vie, occupait des positions ambiguës dans des restaurants et des hôtels 5 étoiles que je n'avais jamais visités avec lui. Que étais-je pour eux? Un distributeur automatique sur pattes qui respire et se recharge tout seul. L'humiliation accumulée depuis si longtemps me montait à la gorge avec un goût amer. J'ai fermé les yeux, essayant de prendre une profonde inspiration pour me calmer, mais l'image de ma belle-mère avec son sourire méprisant chaque fois qu'elle recevait un cadeau de ma part, ou le geste dédaigneux de Vanessa en critiquant ma façon de m'habiller, revenait sans cesse. Il dépensait mon argent, mais il ne m'avait jamais témoigné le moindre respect. Le téléphone a vibré sur la table, brisant le silence. L'écran affichait un message d'Adriane, « Chérie, aujourd'hui je dois faire des heures supplémentaires pour un nouveau projet urgent. Je vais probablement passer la nuit au bureau. Couche-toi tôt, ne m'attends pas. » Ces messages faussement doux qui me faisaient autrefois m'inquiéter pour sa santé me donnaient maintenant la nausée. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert silencieusement l'application de localisation que nous avions installée ensemble au début de notre mariage sous prétexte d'assurer notre sécurité mutuelle. Le point vert qui indiquait la position d'Adriane n'était pas dans l'immeuble de bureau de son entreprise dans le complexe Asca. Il clignotait moqueusement dans un hôtel de luxe au cœur du quartier de Salamanca. La vérité se dévoilait nue devant mes yeux. C'était donc ça ses heures supplémentaires. J'ai souri amèrement, une grimace tordue sur un visage où quelques rides commençaient déjà à apparaître au coin de mes yeux. Il s'avère que non seulement mon argent, mais aussi ma confiance et mon amour avaient été impitoyablement piétinés. J'ai regardé autour de l'appartement de luxe que j'avais acheté et décoré moi-même, où je rêvais autrefois d'enfants et de rires joyeux. Maintenant, il semblait aussi froid qu'une tombe enterrant ma jeunesse. Je me suis levé, je suis allé au meuble bar et je me suis versé un grand verre d'eau. J'avais besoin d'être totalement lucide. Je ne pouvais pas pleurer. Pleurer maintenant ne résoudra rien. Je suis directrice financière. Je vis de raisons et de chiffres. S'ils voulaient jouer au jeu de l'abus et de la trahison, je leur montrerai le prix à payer pour avoir mis en colère la femme qui contrôle les finances. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai cherché le numéro de l'avocat Ricardo, un ancien camarade d'université avec une excellente réputation en droit matrimonial et de la famille. Bien qu'il fût déjà minuit, j'ai écrit un message court mais complet, « Ricardo, j'ai besoin de ton aide pour la procédure de divorce et le litige de propriété. C'est une situation d'urgence. Je passerai à ton bureau demain matin à la première heure. » Après avoir envoyé le message, je me suis rassise. Ce serait une longue nuit, mais je n'avais pas sommeil. Je devais tout vérifier.
J'ai ouvert un tiroir secret où je gardais les documents les plus importants, ceux que j'avais préparés au cas où avant le mariage, mais que je n'aurais jamais pensé devoir utiliser. Le contrat de mariage reposait immobile au fond. Adrian et sa famille avaient probablement oublié son existence, ou peut-être pensait-il que j'aimais tellement Adrian que je n'oserais jamais l'appliquer. Mais il se trompait. L'Elena d'avant, la jeune fille amoureuse et naïve, est morte à l'instant où elle a vu le chiffre de 200 000 € et cette localisation à l'hôtel. Maintenant, il ne restait qu'une Elena froide et déterminée, prête à réclamer justice pour elle-même. J'ai passé en revue chaque page du relevé, entourant les dépenses absurdes d'un stylo rouge, 3 000 €, 6 000 €, 10 000 €. Chaque chiffre était comme un coup de poignard dans le dos, mais ils étaient aussi les preuves irréfutables que j'utiliserais pour expulser cette famille de parasites de ma vie. Le vent froid qui entrait par la fenêtre m'a fait frissonner, mais la glace dans mon cœur était 1000 fois plus froide. J'ai regardé la nuit madrilène, les lampadaires projetant une lueur jaunâtre contre le ciel sombre. Demain, quand le soleil se lèverait, ma vie tournerait une nouvelle page. Une guerre sans merci était sur le point de commencer, et moi, Elena Garcia, je ne serais pas la perdante. Une fois calmé, j'ai commencé à agir avec la précision et la minutie d'une professionnelle de la finance. Les seuls sons dans la pièce étaient le tapotage et le bourdonnement de l'imprimante crachant des feuilles pleines de texte. J'ai imprimé tous les relevés bancaires des 5 dernières années, classant clairement chaque dépense, dépenses du ménage, dépenses personnelles d'Adrian, Pilar et Vanessa. J'ai utilisé un marqueur fluorescent pour marquer les mouvements suspects, transactions effectuées pendant les heures de travail, mais dans des centres commerciaux, des spas ou des magasins de luxe. L'horloge marquait 1h30 du matin. J'étais absorbé par l'organisation des documents quand le téléphone s'est rallumé. Cette fois, ce n'était pas un message d'Adrian, mais d'un numéro inconnu. Un pressentiment me disait que quelque chose n'allait pas, mais la curiosité et la prudence m'ont empêché de l'ignorer. J'ai ouvert le message et ce que j'ai vu était une photo d'un lit. Dedans, mon mari Adrian dormait profondément, torse nu. Son visage satisfait, que j'aimais autrefois, semblait maintenant pathétique. À côté de lui, un bras de femme svelte et blanc, aux ongles peints d'un rouge profond, l'enlaçait par l'épaule. Un message court mais provocateur accompagnait la photo. Elena, Adrian dit qu'il est très fatigué de toi. Il n'est avec toi que par sens des responsabilités. Laisse-le tranquille. Veux-tu Sylvia? Le nom sonnait doux, mais il contenait la malice d'une tierce personne impudente. J'ai fixé la photo. Étonnamment, je n'ai pas ressenti de jalousie ou la douleur que ressentent les épouses dans les feuilletons. Au lieu de cela, j'ai ressenti du dégoût pour l'homme qui gisait là en trahissant les vœux qu'il avait autrefois prononcés, du dégoût pour l'impudeur de cette maîtresse, et surtout, je trouvais cela ridicule. Pensait-elle qu'en m'envoyant cette photo elle me rendrait folle, ferait une scène ou supplierait Adrian de revenir? Elle m'avait grandement sous-estimé. Pour quelqu'un qui travaille dans la finance, les émotions sont un luxe face à des décisions importantes. J'ai calmement pris une capture d'écran du message. J'ai enregistré l'image à 3 endroits différents, mon téléphone, mon ordinateur personnel et une copie dans le cloud. C'était la dernière pièce dont j'avais besoin pour compléter ma demande de divorce unilatéral, l'adultère avec des preuves claires, ajoutées au gaspillage des ressources communes. Adrian n'aurait aucune échappatoire devant le juge. J'ai écrit une réponse pour Sylvia, chaque lettre tapée lentement et fermement, merci de m'avoir envoyé la preuve. Grâce à cette photo, je vais gagner beaucoup de temps et d'argent en détective. Nous vous verrons, vous et Adrian, au tribunal. Bonne nuit. Quand j'ai appuyé sur envoyer, j'ai eu l'impression qu'un poids énorme m'était retiré des épaules. Je n'étais plus l'épouse soumise attendant son mari. J'ai éteint l'ordinateur, plié la pile de documents fraîchement imprimés et je les ai mis dans ma mallette en cuir. Ensuite, je suis allé directement dans la chambre et j'ai pris une grande valise sur le dessus de l'armoire. Je n'ai pas emporté beaucoup de vêtements, juste quelques tailleurs de bureau, mon ordinateur portable, des documents personnels et, plus important encore, tous les titres de propriété et les comptes d'épargne à mon nom ainsi que le contrat de mariage. Tout ce qui appartenait à Adrian ou que nous avions acheté ensemble et dont je n'avais pas besoin, je l'ai laissé derrière moi. Je ne voulais emporter aucune poubelle qui me rappellerait ce mariage pourri. Cet appartement était à nos deux noms, mais j'avais fourni la majeure partie de l'argent. Cependant, je n'allais pas être assez stupide pour rester ici ce soir et affronter le mari traître à son retour. J'avais besoin d'un espace sûr et calme pour préparer la bataille juridique qui s'annonçait. 15 minutes plus tard, je traînais déjà la valise vers la porte.
Je me suis arrêté un instant, jetant un dernier regard sur le salon. Cet endroit avait autrefois été un foyer, mais maintenant ce n'était qu'une coquille vide. La photo de mariage accrochée au mur, avec le sourire d'Adriane, semblait maintenant fausse et moqueuse. Je me suis retourné, je suis parti résolument et j'ai fermé la porte à clé. J'ai appelé un taxi pour me rendre à mon appartement dans le quartier de Val-de-Béba. C'était une propriété que j'avais achetée avant de me marier avec mes propres économies, et dont je n'avais jamais révélé l'existence à la famille d'Adriane. J'avais pensé à le louer pour obtenir un revenu supplémentaire pour mes parents, mais maintenant c'était devenu ma forteresse, mon refuge le plus sûr. Assise dans la voiture, regardant la ville défiler par la fenêtre, j'ai senti une étrange liberté traverser mon âme. Bien que je savais que demain la tempête éclaterait et que Pilar hurlerait, que Vanessa insulterait et qu'Adriane deviendrait désespérée, je n'avais pas peur. J'avais la loi de mon côté, le pouvoir économique de mon côté et, surtout, je m'étais retrouvé. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée de l'immeuble à Val-de-Béba. Le vent de la nuit ici était plus fort et plus frais que dans le quartier animé de Chambry. J'ai traîné ma valise jusqu'à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du 20e étage. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, je fermais aussi officiellement la porte d'un mariage infernal qui avait duré 5 ans. Demain, Elena ne serait plus la belle-fille obéissante. L'épouse soumise d'hier serait une guerrière se défendant aujourd'hui. J'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai allumé toutes les lumières. Tout était ordonné et propre, exactement comme je l'avais laissé la dernière fois que j'étais venu faire le ménage. J'ai posé ma valise, je suis allé sur le balcon et j'ai regardé le lac du parc. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était Adriane qui appelait. Sylvia lui avait probablement parlé de mon message. J'ai vu le nom de mon amour clignoter sur l'écran. J'ai souri dédaigneusement et j'ai appuyé sur le bouton de blocage. Ce soir, qu'il soit consumé par l'incertitude. Pour ma part, j'allais dormir profondément pour rassembler mes forces pour le grand spectacle de demain. Le jeu ne faisait que commencer. Je pensais dormir profondément jusqu'au matin dans mon propre appartement, mais l'habitude de se lever tôt et l'anxiété liée aux grandes décisions m'ont réveillé à 5 heures du matin. Cependant, au lieu de profiter de la matinée calme, j'ai décidé de retourner une fois de plus à l'appartement de Chambry non pas par nostalgie, mais parce que j'avais besoin de résoudre certaines choses sur place avant de partir pour de bon. Je voulais voir le vrai visage d'Adriane à son retour. Je suis arrivé à la maison à 6 heures du matin. L'appartement restait silencieux et froid. Je me suis assise sur le canapé du salon, laissant la pile de documents et les photos imprimées du message de Sylvia sur la table basse. Je me suis préparé un café noir sans sucre. Son amertume m'a aidé à m'éclaircir complètement les idées. Vers 7 heures, le bruit d'une clé dans la serrure s'est fait entendre. La porte s'est ouverte et Adriane est entré. Il avait l'air échevelé, sa chemise était froissée et déboutonnée, et il empestait un mélange d'alcool et de parfum féminin bon marché. Quand il m'a vu assise dans le salon, il a sursauté. Son visage a changé de couleur, mais il a rapidement retrouvé son aplomb habituel. « Tiens, tu t'es levé tôt, chérie. Hier soir, j'ai travaillé jusqu'à très tard et ensuite l'équipe m'a invité à boire un verre, c'est pour ça que je rentre tard. Tu as déjeuné? Tu veux que j'aille chercher des churros? » Adriane essayait de cacher son inquiétude d'une voix rauque, mais ses yeux évitaient mon regard direct. Je n'ai pas répondu. J'ai lentement levé la tasse de café et pris une gorgée sans le quitter des yeux. Mon silence commençait à le mettre mal à l'aise. Il a enlevé ses chaussures, les a jetées n'importe comment par terre et s'est approché du canapé avec l'intention de s'asseoir à côté de moi. « Reste loin, ai-je dit froidement. Le ton n'était pas fort, mais il était assez puissant pour le stopper net. Ne laisse pas cette odeur fétide que tu transportes tâcher mon canapé. Adriane était stupéfait, me fixant comme si j'étais une extraterrestre. Je n'avais jamais élevé la voix contre lui auparavant. Il a froncé les sourcils et son ton est devenu aigre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches la bagarre dès le matin? Je me tue à la tâche pour gagner de l'argent et entretenir cette maison. Si tu ne vas pas me demander comment je vais, au moins ne m'agresse pas comme ça. Entretenir cette maison. J'ai éclaté de rire. Je lui ai jeté au visage la pile de factures d'hôtel et les captures d'écran du message de Sylvia. Les papiers ont volé et sont tombés au sol, révélant des chiffres et des images qu'il ne pouvait nier. Ouvre grand les yeux et regarde qui entretient qui. 200 000 € en 5 ans. Toi et ta famille m'avez saigné à blanc,
Et tu oses encore dire que tu m'entretiens? Adrian s'est baissé et a ramassé quelques papiers. Son visage est passé du rouge de l'alcool à la pâleur, puis s'est enflammé de nouveau de colère et de honte. Mais au lieu de se repentir, sa nature lâche a refait surface. Il a froissé les papiers dans sa main, les a jetés au sol et a crié « Tu m'as espionné? Comment oses-tu violer ma vie privée? Et alors si un homme a une aventure de temps en temps tant qu'il rapporte de l'argent à la maison? Qu'est-ce que ça peut faire? En tant qu'épouse, tu devrais protéger la réputation de ton mari, pas laver son linge sale en public. » Réputation? J'ai bondi et je l'ai confronté. Te reste-t-il une réputation à protéger? Un homme entretenu? Un adultère qui utilise en plus l'argent de sa femme pour entretenir sa maîtresse? Même un chien ne voudrait pas d'un homme comme toi. Adrian a levé la main comme pour me frapper, un réflexe de voyou acculé, mais je l'ai foudroyé du regard. Mes yeux acérés ont arrêté sa main en plein air. Ose me toucher. Les caméras de cette maison enregistrent. Si tu ajoutes une plainte pour violence domestique, je t'assure que tu repartiras avec rien. Adrian a baissé la main en soufflant. Son expression a changé plusieurs fois. Il savait que je ne plaisantais pas. Soudain, il a changé de tactique, adoptant un ton mielleux qui m'a retourné l'estomac. D'accord, parlons-en calmement. J'ai fait une erreur, je suis désolé. D'accord? Mais Elena, une chose à la fois. Écoute, recharge la carte de crédit de Vanessa. Elle appelle comme une folle depuis Dubaï. Elle a atteint son plafond et ne peut pas payer l'hôtel. Ils lui mettent la pression et menacent d'appeler la sécurité. Recharge juste environ 30 000 €, et quand elle reviendra, elle te remboursera. J'étais tellement stupéfaite que je n'en croyais pas mes oreilles. Dans cette situation, avec les preuves de son infidélité sous les yeux, il avait encore le culot de me demander de l'argent pour les caprices de sa sœur. Son audace dépassait toutes les limites de la décence humaine. Tu es fou, Adrian? J'ai secoué la tête, le regardant comme s'il était une sorte de monstre. Pour qui me prends-tu? Une idiote? Je te le dis tout de suite, je n'ajoute pas un centime de plus sur ce compte. J'ai bloqué les cartes et je les annule définitivement. Tu oses? Adrian m'a foudroyé du regard et s'est approché. C'est ma sœur. Tu veux qu'elle soit arrêtée dans un pays étranger? Tu n'as pas de cœur? Et toi? M'as-tu déjà traité comme une personne? Ai-je hurlé, libérant toute ma frustration. Elle a des mains et des jambes, qu'elle travaille et gagne sa vie. Si elle dépense sans compter, qu'elle en assume les conséquences. Et toi, signe les papiers du divorce. Je ne vivrai pas avec toi une seconde de plus. J'ai sorti les papiers du divorce déjà signés de mon sac et je les ai claqués sur la table. Signe-les et sors de ma vie. Adrian a regardé les papiers puis m'a regardé avec des yeux pleins de haine. Il savait que j'étais sérieuse cette fois, mais il savait aussi que s'il divorçait maintenant, il perdrait sa mine d'or. Il a souri dédaigneusement d'un ton sournois. Divorce? Très bien. Mais ne t'attends pas à emporter quoi que ce soit. Les biens de cette maison sont communs. Si tu veux partir, pars seul. Et pour Vanessa, si tu ne recharges pas la carte, tu verras. Ma mère ira dans ton entreprise et fera un scandale. Voyons si tu peux garder ton poste de directrice financière quand tout le monde saura que tu es une belle fille cruelle et une belle sœur sans cœur. Vas-y. J'ai ricané en ajustant le col de ma veste. J'ai hâte que ta mère vienne et qu'on voit qui finit par avoir l'air ridicule. Ensuite, on se verra au tribunal. Sur ce, j'ai attrapé mon sac et j'ai franchi la porte, laissant derrière moi un mari lâche évacuant sa frustration en fracassant les meubles. Le son de la vaisselle qui se brisait était comme une musique céleste pour moi. C'était le son d'une fausse famille qui s'effondrait et le signal de ma propre libération. Je suis sorti. La lumière du soleil matinal était éblouissante. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'air de la liberté remplir mes poumons. La bataille juridique serait dure, mais j'étais prête. Lundi matin, 15 juin. Le ciel de Madrid était gris, prédisant une tempête majeure. J'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat de Ricardo sur le Paseo de la Castellana. Ricardo était un avocat chevronné qui avait aidé mon entreprise à gagner de nombreux procès commerciaux compliqués, mais aujourd'hui je ne venais pas le voir pour le travail, mais pour ma propre vie personnelle, qui était un désastre complet. Le bureau de Ricardo était austère mais imposant,
avec des étagères de livres de droit qui atteignaient le plafond. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un regard de profonde compréhension. J'ai posé le dossier épais sur la table, qui comprenait les relevés bancaires, les messages détaillant l'infidélité d'Adriane et le contrat de mariage que j'avais gardé si longtemps. Ricardo a examiné chaque page le sourcil froncé, plongé dans ses réflexions. Le silence dans la pièce était si profond que le tournement des pages était clairement audible. Après environ 15 minutes d'analyse méticuleuse, Ricardo a enlevé ses lunettes, m'a regardé directement dans les yeux et a commencé à analyser la situation. « Elena, je vais être direct pour que tu puisses te préparer. Dans ce divorce, d'un point de vue émotionnel, tu as tout à gagner. Adriane a été infidèle, et il y a des preuves claires. Mais financièrement, surtout en ce qui concerne la dette de 200 000 € sur les cartes de crédit supplémentaires, nous sommes dans une position de désavantage significatif. » Je me suis figé, et l'inquiétude a commencé à m'envahir. Je lui ai immédiatement demandé, pourquoi un désavantage, Ricardo? Il est clair qu'ils l'ont dépensé pour leurs affaires personnelles. Je n'ai pas utilisé un seul centime de cet argent. Le relevé détaille qui a reçu le service et où la carte a été utilisée. Ricardo a soupiré, tapotant doucement la table de ses doigts tout en expliquant. Le problème est que ce sont des cartes supplémentaires que tu as ouvertes pour eux. Selon la législation actuelle, le titulaire principal de la carte est responsable du paiement de toute la dette générée par les cartes secondaires. De plus, devant un juge, Adriane et sa famille pourraient parfaitement arguer que ces dépenses étaient pour les besoins communs de la famille ou que tu leur as volontairement permis d'utiliser les cartes pendant ces 5 ans. Si nous ne pouvons pas prouver la tromperie ou la fraude, le tribunal considérera probablement qu'il s'agit d'une dette conjointe ou d'une obligation de ta part en tant que titulaire principal. Les mots de Ricardo ont été comme un seau d'eau froide. Devais-je vraiment avaler cette pilule amère, perdre mon mari et l'argent aussi? L'indignation grandissait en moi, et j'ai serré les poings. Ricardo a souri pour me rassurer. Calme-toi. J'ai dit que nous avions un désavantage, ce qui signifie que c'est difficile, pas impossible. Notre stratégie maintenant doit être de décortiquer chaque dépense. Tu dois prouver que ces transactions n'étaient pas pour des besoins familiaux essentiels. Par exemple, des factures pour des bijoux en diamant, des hôtels, des billets d'avion pour des voyages de luxe, ou des achats d'articles de créateurs très chers. Nous soutiendrons qu'il s'agit d'un détournement de biens, que cela dépasse la capacité économique de la famille et que cela n'avait pas ton consentement au moment de la transaction. Il a marqué une pause et a continué d'une voix ferme. Surtout les dépenses d'Adriane avec sa maîtresse, Sylvia. Si nous prouvons que ton argent a été utilisé pour entretenir une maîtresse, le juge considérera cela comme un acte de dissimulation d'actifs et une utilisation des biens de la communauté contraire au but du mariage. Retourne chez toi, vérifie tout à la loupe. Cherche des témoins ou des preuves prouvant que tu t'es opposé à ces dépenses, mais qu'ils t'ont ignoré. J'ai hoché la tête, mémorisant chacun de ses conseils. Le chemin à parcourir était ardu, mais au moins je voyais une lueur d'espoir. Juste à ce moment-là, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Le nom de ma belle-mère est apparu sur l'écran. J'ai regardé Ricardo. Il a hoché la tête, indiquant que je devais répondre mais mettre le haut-parleur pour qu'il puisse entendre et témoigner. J'ai à peine fait glisser mon doigt pour accepter l'appel. De l'autre côté, le cri strident de Pilar a retenti, et, Elena, où étais-tu? Rentre à la maison tout de suite. Tu essaies de tuer ma Vanessa? Comment oses-tu bloquer sa carte? Ne sais-tu pas qu'elle est en train de pleurer au milieu d'un centre commercial à Dubaï? J'ai pris une grande inspiration, gardant ma voix aussi calme que possible. Madame, je ne me suis pas caché. Je travaille avec mon avocat pour traiter le divorce d'avec votre fils, et dès que cela avance, la carte est à moi. L'argent est la sueur de mon front et j'ai le droit de le bloquer ou de le débloquer quand je veux. Elle est grande maintenant. Si elle peut partir en voyage, elle peut se débrouiller toute seule. En entendant les mots au divorce et avocat, Pilar est devenue encore plus enragée. Sa voix est devenue un sifflement venimeux. Ah, c'est donc comme ça. Tu te crois si maligne. Tu penses que parce que tu as de l'argent tu peux nous marcher dessus, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, si tu ne débloques pas la carte de Vanessa, j'irai immédiatement dans ton entreprise et je ferai un scandale. Je m'assurerai que toute cette corporation sache quel genre de belle-fille ingrate et méchante tu es. Voyons si tu as encore le culot de continuer à siéger dans ce fauteuil de directrice. La menace de Pilar ne m'effrayait plus comme avant, au contraire,
elle ne faisait que confirmer que ma décision était la bonne. J'ai regardé Ricardo, qui enregistrait l'appel avec un visage sérieux. « Faites ce que vous voulez, ai-je répondu, articulant chaque mot. En fait, j'ai hâte que vous veniez pour que tout le monde voie le vrai visage de votre famille. J'ai la preuve que votre fils me trompe et que votre famille m'a volé. Si vous voulez faire une scène, je me ferai un plaisir de vous obliger. Bye bye. » J'ai raccroché brusquement. Ma main tremblait encore un peu de colère, mais à l'intérieur, je me sentais exalté. Ricardo m'a regardé et a hoché la tête en signe d'approbation. Très bien joué. Cet appel contient des menaces et est une attaque à ton honneur et à ta réputation. Ce sera un test important si elle ose vraiment causer un scandale. Maintenant, rentre chez toi et repose-toi paisiblement. Prépare-toi pour les prochaines étapes. Je vais rédiger la plainte et la déposer au tribunal cette semaine. Alors que je quittais le bureau de l'avocat, il a commencé à pleuvoir des cordes. Les gouttes de pluie frappaient fort le pare-brise de la voiture, mais mon cœur se sentait léger. Les armes étaient prêtes. Moi, Elena Garcia, je ne reculerai pas d'un seul pas. Plus tôt, à 23h55 le 14 juin, juste 5 minutes avant le début du 15, le jour où, selon notre contrat de mariage et ma décision, tout mon soutien financier à la famille de mon mari cesserait, j'étais assise dans la tranquillité de mon appartement à Valdebeba. Devant moi, l'ordinateur portable était ouvert sur la page de gestion des cartes de crédit en ligne. Aujourd'hui était le jour où Vanessa, ma chère belle-sœur, prévoyait de faire son dernier coup dans le paradis du shopping de Dubaï. D'après ce que je l'avais entendu dire lors d'un appel avec ses amis avant son départ, elle avait des vues sur une montre en édition limitée d'une valeur de 40 000 € pour s'exhiber à son retour en Espagne et la revendre avec profit. Mais l'argent, bien sûr, viendrait de ma carte. Vanessa ne savait pas que je connaissais parfaitement son plan et que j'attendais le moment décisif. J'ai pris une gorgée de ma tisane à la camomille chaude, les yeux fixés sur l'écran. À Dubaï, il était environ 21h l'heure de pointe dans les centres commerciaux animés. Je pouvais imaginer Vanessa se pavanant dans une robe de créateur, essayant la montre brillante et parlant sans arrêt au vendeur dans son anglais approximatif. Et surtout, j'imaginais cette expression arrogante lorsqu'elle sortirait la puissante carte noire à mon nom pour payer. J'ai ouvert la liste des 5 cartes de crédit à mon nom, et une par une, j'ai appuyé sur le bouton bloquer et annuler. Ensuite, j'ai confirmé le blocage de toutes les cartes supplémentaires. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais de l'excitation d'un chasseur sur le point d'activer son piège. Pendant des années, elle avait utilisé mon argent pour se construire une image de dame de la haute société tout en me traitant comme une servante à la maison. Aujourd'hui, ce masque tomberait de la manière la plus humiliante possible. Minuit, le 15 juin. Adieu, parasite, ai-je murmuré en cliquant avec détermination. L'écran a affiché une notification verte, demande de blocage de carte acceptée. Toutes les transactions à partir de ce moment seraient refusées. Je me suis adossé à ma chaise, souriant avec satisfaction. Maintenant, à des milliers de kilomètres de l'Espagne, le vrai spectacle allait commencer. À peine 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. C'était le numéro de Vanessa qui appelait via une application de messagerie. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé l'écran s'allumer et s'éteindre encore et encore, comme une mélodie amusante. Après 5 appels manqués, les messages ont commencé à pleuvoir. « Elena, pourquoi tu ne valides pas la carte? Qu'est-ce que tu fabriques? Débloque-la tout de suite. Je suis à la caisse. Tout le monde me regarde. Quelle honte. Tu es folle. Débloque-la maintenant. S'il me garde ici, tu auras affaire à ma mère. » J'ai lu chaque message et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. La panique de Vanessa était évidente dans chaque mot. Je pouvais l'imaginer, rouge de colère et de honte, alors que le lecteur de cartes rejetait la carte à plusieurs reprises avec un bip strident. L'assistant de vente la regarderait avec méfiance. Le personnel de sécurité commencerait à s'approcher. Avec un article aussi précieux, une carte refusée et une cliente agitée, cela attirerait certainement l'attention de la sécurité de Dubaï. Je n'ai répondu à aucun message. J'ai éteint le téléphone immédiatement. Cette nuit-là, je voulais bien dormir sans être dérangé par les cris de gens sans scrupules. Je sais que les lois à Dubaï sont très strictes. Le non-paiement de services utilisés ou la suspicion de fraude à la carte de crédit peuvent mener à une détention pour enquête. Vanessa n'avait pas beaucoup d'argent liquide sur elle.
Son habitude de tout payer avec ma carte l'avait rendue trop confiante. Le lendemain matin, quand j'ai allumé mon téléphone, ma messagerie vocale et mes messages débordaient pas seulement de Vanessa, mais aussi d'Adriane et de Pilar, qui avaient appelé frénétiquement. Il y avait un message d'un numéro inconnu, peut-être de la police ou de l'ambassade, mais je m'en fichais. J'ai écouté un message vocal que Vanessa avait envoyé à 3 heures du matin, heure espagnole. Sa voix était brisée par les pleurs et la peur. « Elena, je t'en supplie. Débloque la carte. J'ai été arrêté. Ils disent que je suis une fraudeuse et je n'ai pas l'argent pour payer l'amende. Ils menacent de m'emmener au tribunal ici. J'ai très peur. S'il te plaît, aide-moi. » En entendant ces cris désespérés, mon cœur est resté de glace. Si je n'agissais pas de manière décisive, ils me verraient toujours comme un outil à exploiter. Cette leçon a coûté 40 000 €, mais le prix que Vanessa paierait avec son honneur et sa liberté serait le plus mémorable. J'ai supprimé le message et je me suis levé pour me préparer pour le travail. Aujourd'hui, je porterai un tailleur rouge bordeaux, une couleur qui rayonnait le pouvoir. La guerre avait commencé, et j'avais le contrôle. 2 jours plus tard, le mercredi matin, je suis arrivé au bureau préparé pour la tempête que Pilar avait menacé de déclencher. L'immeuble de bureau où je travaillais, dans le complexe Asca, est un centre névralgique pour les grandes entreprises technologiques et financières. À cette heure-là, le hall principal grouillait d'employés. Le claquement des chaussures résonnait sur le sol en marbre, créant le son vibrant d'une nouvelle journée de travail. Ma voiture venait de s'engager dans l'allée quand, avant que le personnel de sécurité ne puisse m'ouvrir la porte, j'ai vu 2 silhouettes familières se précipiter vers moi, Pilar et Adriane. Ils avaient l'air hagards, leurs vêtements étaient froissés et ils avaient des cernes sous les yeux par manque de sommeil, très loin de leur apparence soignée habituelle. Dès que Pilar m'a vu sortir de la voiture, elle s'est jetée sur moi comme un animal blessé, en criant « Espèce de misérable, arrête ça tout de suite !» Le garde de sécurité, un homme plus âgé, est rapidement intervenu, se tenant entre Pilar et moi. « Madame, c'est une zone de bureau. S'il vous plaît, restez calme. » Pilar a repoussé le garde et m'a pointé du doigt directement, hurlant des insultes pour que tout le monde autour de nous puisse l'entendre, et tout le monde, venez voir le vrai visage de cette directrice. C'est une belle fille méchante, une femme sans pudeur. Elle vole l'argent de la famille de son mari. Elle a bloqué la carte pour que ma fille soit détenue à l'étranger. Une femme cruelle comme vous ne peut diriger personne. Les gens ont commencé à s'attrouper. Il y avait des murmures et des commérages. Adriane, debout à côté de sa mère, s'est joint au cœur avec un visage de victime. « Elena, tu as dépassé les bornes. Comment peux-tu pousser une affaire de famille à l'extrême jusqu'à ruiner la vie de Vanessa? Va tout de suite te porter garante et transfère-lui l'argent. Sinon, ne me blâme pas pour ce qui pourrait arriver. » Je suis resté immobile. J'ai ajusté ma veste, la tête haute et pleine de fierté. Je savais que Pilar voulait utiliser l'humiliation publique pour me forcer à céder, craignant pour ma réputation professionnelle, mais elle se trompait complètement. À mon poste, je savais parfaitement comment gérer l'opinion publique. Au lieu de m'enfuir ou d'avoir honte, j'ai décidé de riposter sur le champ. J'ai fait un pas en avant, et ma voix claire et puissante a fait taire les cris de Pilar. « Pilar, Adriane, vous voulez parler de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas? D'accord, laissez-moi le dire à tout le monde ici. » J'ai regardé directement la foule curieuse et j'ai déclaré à haute voix, « Mesdames et messieurs, voici mon mari et voici ma belle-mère. Elle dit que je suis une femme sans pudeur. Eh bien, laissez-moi vous demander, madame, quelle belle fille sans pudeur passe 5 ans à travailler comme une mule pour rembourser une dette de carte de crédit de 200 000 € que toute la famille de son mari a dépensé en produits de luxe? » Un murmure d'étonnement a parcouru la foule. Le chiffre de 200 000 € a été un choc pour tout le monde. J'ai continué mon attaque sans leur laisser le temps de réagir. Son fils Adriane, qui est censé travailler, cache son salaire. Il utilise mon argent pour entretenir une maîtresse, l'emmener dans des hôtels 5 étoiles et lui acheter des colliers de diamants. J'ai les relevés bancaires et les photos qui le prouvent. Je les enverrai à quiconque veut les voir dès maintenant. Le visage d'Adriane est devenu pâle. Il a essayé de bégayer un déni, mais je m'étais déjà tourné vers Pilar. Et sa fille, Mademoiselle Vanessa au chômage mais accro aux faux-semblants sur les réseaux sociaux a utilisé ma carte pour acheter une montre de 40 000 € à Dubaï. J'ai bloqué la carte pour protéger mes biens contre ce qui est un vol flagrant. En tant que mère,
vous avez échoué à apprendre à votre fille comment gagner sa vie, et par-dessus le marché, vous l'avez encouragée à exploiter votre belle-fille. Maintenant que sa fille est en prison pour sa vie d'excès, elle vient ici pour me blâmer? J'ai regardé Pilar avec des yeux de glace, un regard qui l'a fait reculer. Vous voulez me frapper? Allez-y, frappez-moi. Les caméras de sécurité enregistrent. Des centaines de personnes sont témoins. Si vous posez un doigt sur moi, je porterai plainte pour agression et trouble à l'ordre public, et alors la mère et la fille iront en prison ensemble. L'opinion publique a changé immédiatement. Les murmures critiques étaient maintenant dirigés vers Pilar et Adriane. Mon Dieu, 200 000 €, c'est scandaleux. Quels opportunistes. Et cette dame élégante se comporte comme une poissarde. Pauvre Elena, si compétente et elle s'est retrouvée coincée avec cette famille. Pilar était sans voix, rouge de honte et de colère, mais elle n'osait rien faire. Elle a regardé autour d'elle et, voyant les regards de mépris, a commencé à paniquer. Adriane, voyant que la situation était perdue, a tiré sa mère par le bras. Allons-nous-en, maman. Il y a trop de monde, on ne peut pas gérer ça. Mais qu'en est-il de Vanessa, a bégayé Pilar, sa voix soudainement faible. On réglera ça plus tard, a lancé Adriane en traînant sa mère vers un taxi. Avant qu'ils ne partent, je leur ai crié une dernière phrase, assez fort pour qu'ils l'entendent, la prochaine fois que vous voudrez me voir, prenez rendez-vous avec mon avocat. Je ne traite pas les parasites sur mon lieu de travail. La mère et le fils, tête basse, sont montés dans le taxi et ont disparu. Je me suis retourné et j'ai souri poliment aux gardes de sécurité et à mes collègues. Veuillez m'excuser pour le désagrément. Retournez à vos postes. Je suis entré dans le hall du bâtiment sous les regards admiratifs de tous. Personne ne m'a critiqué, au contraire, j'ai ressenti un respect absolu de leur part. Cette confrontation m'avait non seulement aidé à évacuer ma frustration, mais avait aussi réaffirmé mon autorité dans toute l'entreprise. J'avais gagné. C'était une victoire retentissante au début de ma carrière professionnelle. Après l'altercation à l'entreprise, j'étais encore plus déterminé à découvrir toute la vérité sur les finances d'Adriane. Ce soir-là, quand je suis rentré dans mon appartement de Valdebebas, je ne me suis pas reposé, mais je me suis plutôt plongé dans une enquête personnelle. Je me suis souvenu qu'Adriane et moi avions partagé un vieil ordinateur portable au début de notre mariage. Plus tard, il en a acheté un nouveau, mais il ne s'était jamais déconnecté de certains de ses anciens comptes de messagerie dans le navigateur. J'ai sorti le vieil ordinateur du débarras, je l'ai branché et j'ai attendu nerveusement. Par chance, le mot de passe de connexion était toujours le même. J'ai accédé à son courrier personnel. Des milliers de mails sont apparus, principalement du travail et de la publicité, mais avec mon œil professionnel d'experte en finance, je savais comment filtrer les informations dont j'avais besoin. J'ai entré les mots-clés, transfert, contrat et transaction dans le moteur de recherche. Après presque 2 heures à examiner chaque email, j'ai découvert une série de messages étranges provenant d'une adresse au domaine très ambigu. Le contenu de ces emails consistait en des relevés de virements bancaires mensuels. Les montants n'étaient pas assez importants pour attirer immédiatement l'attention entre 1 500 € et 2 500 € à chaque fois, mais ils avaient été effectués de manière constante au cours des 3 dernières années. Le bénéficiaire était Pilar Service & Commerce SL. Le nom, Pilar, m'a rendu suspecte. Pilar était le nom de ma belle-mère. J'ai immédiatement cherché le numéro d'identification fiscale, CIF, de la société dans le registre du commerce. Le résultat m'a glacé le sang. Le représentant légal était Pilar Ruiz, la mère d'Adriane. L'objet social de l'entreprise était le conseil immobilier et le commerce général, mais son siège social était une vieille maison délabrée à Navalcarnero, à la périphérie de Madrid. C'était donc ça. Adriane se plaignait toujours que son salaire était bas et que ses primes avaient été coupées pour ne pas avoir à contribuer aux dépenses du ménage, me laissant seul avec toute la charge financière. Mais en réalité, il avait secrètement détourné la majeure partie de ses revenus et des commissions illégales vers cette société écran de sa mère. C'était un acte clair de dissimulation de biens matrimoniaux pendant le mariage, exécuté de manière très sophistiquée. Le montant total transféré s'élevait à plus de 150 000 €, sans compter l'argent liquide que je leur donnais directement. Pendant que j'étais occupé à prendre des captures d'écran des preuves, j'ai entendu des coups violents à la porte. Ils frappaient si fort que j'ai cru que la porte en chêne massif allait céder. « Elena, ouvre la porte. Je sais que tu es là. »
La voix stridente était incomparable. Vanessa était revenue en Espagne plus vite que je ne l'imaginais. La famille d'Adrian avait probablement dû emprunter de l'argent partout pour payer l'amende et la ramener, évitant ainsi un procès pénal à Dubaï. J'ai calmement éteint l'ordinateur et je me suis approché de la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. J'ai regardé par le Judas. Vanessa était dehors, les cheveux ébouriffés et le visage hagard, mais ses yeux brillaient d'une fureur incontrôlée. « Ouvre la porte. Rends-moi mon argent. Tu m'as mise dans ce pétrin. Tu dois me dédommager pour l'atteinte à ma réputation, » criait Vanessa en donnant des coups de pied dans la porte. Je lui ai parlé à travers la porte insonorisée. « Vanessa, je te préviens, c'est une zone résidentielle de luxe avec une sécurité très stricte. Si tu continues à faire un scandale, j'appellerai la sécurité et la police. Tu me menaces? Je n'ai pas peur de toi. À cause de toi, je suis interdite d'entrer à Dubaï à vie. Tu m'as rendu ridicule devant mes amis. Rends-moi les 200 000 € que j'ai dépensés. C'est l'argent que mon frère a gagné. » L'ignorance et l'avidité de Vanessa me faisaient rire de mépris. « L'argent de ton frère » ai-je crié en retour. « Va demander à ton frère ce qu'est cette histoire de Pilar SL. Service and Commerce. Demande-lui combien d'argent il y a caché. L'argent sur ma carte est mon salaire légal. Continue de frapper à la porte, j'enregistre tout. Si tu ajoutes une accusation de trouble à l'ordre public et de dégradation de biens, la peine avec sursis que tu as en cours deviendra une peine de prison ferme. » En entendant le nom de l'entreprise et le mot « prison », Vanessa s'est arrêtée net. Il semblait qu'elle savait quelque chose sur les dessous sombres de sa mère et de son frère. Son agressivité initiale a disparu, remplacée par la peur. Elle savait que j'étais une femme de parole. Vanessa a fait quelques pas en arrière et, pointant la porte du doigt, a proféré une menace faible, « Tu verras, ce n'est pas fini. » Cela dit, elle s'est retournée et a couru dans le couloir, probablement par peur que la sécurité ne l'arrête réellement. J'ai regardé sa silhouette pathétique à travers la caméra de l'interphone vidéo, en me disant « Non, Vanessa, ce n'est pas fini. Le secret de la société fantôme n'était que le début de la fin pour ta famille. » Je suis retourné à mon bureau et j'ai envoyé toutes les preuves que je venais de trouver à mon avocat, Ricardo. Ce soir-là, j'avais une nouvelle carte maîtresse pour renverser la situation au tribunal. L'audience de conciliation s'est tenue au tribunal de première instance un vendredi matin. L'atmosphère dans la salle était dense et tendue, très différente de la solennité habituelle. J'étais assise du côté de la partie plaignante avec mi avocat, Ricardo. Face à nous se trouvait Adrian et son avocat, un certain Mendoza, connu dans le monde juridique pour ses ruses et sa capacité à déformer la vérité. Adrian portait un costume impeccable, essayant de projeter l'image d'un homme prospère et respectable, cependant, son regard fuyant et ses mains, qui ne cessaient de s'entrelacer, trahissaient sa nervosité. À ses côtés, l'avocat Mendoza, avec ses lunettes à monture dorée et son sourire moqueur, était vraiment détestable. Le juge, un homme d'âge mûr, a ouvert la séance en demandant aux deux parties d'exposer leur position sur le partage des biens et la dette de carte de crédit de 200 000 €. Immédiatement, Mendoza s'est levé, parlant d'un ton fluide et assuré. « Votre honneur, mon client, monsieur Adrian Pérez, est tout à fait d'accord avec le divorce, car la relation conjugale est rompue. Cependant, concernant la dette de 200 000 € que madame Garcia demande à mon client de payer, nous nous y opposons fermement. Il s'agit de cartes de crédit supplémentaires que madame Garcia a volontairement ouvertes pour que son mari et sa famille puissent les utiliser. Au cours des 5 dernières années, toutes les dépenses effectuées avec ces cartes ont été affectées aux besoins communs de la famille, tels que la nourriture, les articles ménagers et les voyages. Selon le Code civil, cela est considéré comme une dette commune et une obligation financière partagée. Par conséquent, madame Garcia n'a aucun droit de réclamer ce montant. Adrian, à côté de lui, a hoché la tête vigoureusement avec une expression d'autosuffisance, comme s'il avait déjà la victoire assurée. Il s'est tourné vers moi avec un sourire provocateur. Il pensait qu'en qualifiant simplement les dépenses de « besoins communs », je devrais accepter cette énorme dette. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant le mépris qui m'envahissait. C'était au tour de mon avocat Ricardo. Il s'est levé calmement, avec un air serein et confiant. « Votre honneur, la plaignante rejette totalement l'argument du défendeur. Nous avons suffisamment de preuves pour affirmer que ces 200 000 € n'ont pas du tout été utilisés pour les besoins essentiels de la famille, mais pour des luxes personnels et la dissimulation de biens.
Ricardo a posé un dossier épais sur le bureau du juge et a commencé à présenter ses arguments avec acuité. Premièrement, voici les relevés détaillés des dépenses. Permettez-moi de demander à votre honneur, aller dans un spa pour un traitement du visage coûtant 3 000 € par séance, comme l'a fait Madame Pilar, est-ce un besoin essentiel? L'achat par Mademoiselle Vanessa d'un sac à main de créateur pour 6 000 € a-t-il couvert les dépenses quotidiennes de la famille? En particulier les factures d'hôtel 5 étoiles et les dîners avec des vins chers d'une valeur de plusieurs milliers d'euros, payés par Monsieur Pérez. L'avocat Mendoza a tenté d'interrompre, mais Ricardo l'a arrêté d'un geste et a lancé son coup de maître. Deuxièmement, nous avons la preuve que Monsieur Pérez a utilisé l'argent de la carte de crédit de sa femme pour acheter des cadeaux à sa maîtresse. Voici le reçu d'un collier de diamants d'une valeur de 5 000 € acheté dans une bijouterie de luxe le 14 mai de cette année. Ce même jour, Madame Garcia était en voyage d'affaires à Séville. Alors, pour qui Monsieur Pérez a-t-il acheté ce collier? Certainement pas pour sa femme. Le juge a examiné la facture et son regard est devenu sévère lorsqu'il s'est adressé à Adriane. Adriane a commencé à transpirer, son visage a pâli. Et ce n'est pas tout, a continué Ricardo d'une voix plus ferme. Nous avons découvert que Monsieur Pérez a agi de manière frauduleuse, en dissimulant des biens communs pendant le mariage. Monsieur Pérez a secrètement transféré la majeure partie de ses revenus à une société appelée Servicios y Comercio Pilar S.L., gérée par sa propre mère, Madame Pilar. Voici la preuve des transferts réguliers au cours des 3 dernières années totalisant plus de 150 000 €. La salle a semblé exploser après la révélation de Ricardo. Adriane était sans voix, assommée. Il ne pouvait pas croire que j'avais découvert la société écran que lui et sa mère avaient si soigneusement cachée. L'avocat Mendoza paraissait également déconcerté et a commencé à chuchoter à Adriane, mais leurs deux visages reflétaient une pure panique. J'ai regardé Adriane droit dans les yeux, sans aucune trace d'affection. Je voulais qu'il comprenne que mon silence précédent n'était pas dû à de la stupidité, mais à de la générosité. Et quand la générosité est bafouée, je deviens leur pire cauchemar. Le juge a frappé son maillet sur la table, réclamant l'ordre. Il a regardé Adriane avec une suspicion évidente. Le défendeur a-t-il une objection à ces preuves? Comment expliquez-vous le collier de diamants et les transferts à la société de votre mère? Adriane a bégayé, transpirant abondamment, votre honneur, c'était un investissement. Et j'ai acheté le collier à un ami. Sa réponse maladroite et peu convaincante a provoqué un soupir d'exaspération dans toute la salle. L'avocat Mendoza a tenté de sauver la situation avec des arguments fragiles sur la liberté d'entreprise, mais Ricardo les a tous réfutés avec des articles du Code civil. L'audience de conciliation s'est terminée sans accord, mais la balance avait clairement penché en ma faveur. Le juge a annoncé qu'il examinerait attentivement les preuves et que l'affaire irait au procès si les parties ne parvenaient pas à un accord par elles-mêmes. Alors que je quittais la salle, Adriane me regardait avec un mélange de haine et de peur. Il savait que sa façade d'homme respectable avait été brisée et que ses jours sombres ne faisaient que commencer. 2 jours après l'audience de conciliation, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout était douce mais semblait pressée. C'était Sylvia. Elle voulait me rencontrer dans un café discret d'une ruelle du quartier de Malazana. Je me suis rendu au rendez-vous en état d'alerte maximale. Le café avait un décor de style vintage avec une lumière tamisée et une musique instrumentale douce qui créait une atmosphère tranquille. Sylvia était assise dans un coin isolé, portant de grandes lunettes de soleil qui couvraient presque tout son visage. Quand elle m'a vu arriver, elle les a enlevées, révélant des yeux bouffis et une expression anxieuse. Je me suis assise en face d'elle sans rien commander et je suis allé droit au but. Pourquoi m'avez-vous convoqué? Si c'est pour supplier pour Adriane ou pour vous vanter d'avoir volé le mari d'une autre, vous vous trompez de personne. Sylvia a secoué la tête et a eu un sourire amer. Elena, vous êtes une femme intelligente. Pensez-vous vraiment que je sortais avec Adriane par amour? Un homme sans talent qui ne sait que dépendre de sa mère et dépenser l'argent de sa femme, qu'a-t-il qui me ferait sacrifier ma jeunesse? Ces paroles m'ont surprise. J'ai froncé les sourcils, attendant qu'elle continue. Sylvia a sorti une petite clé USB noire de son sac, l'a posée sur la table et l'a fait glisser vers moi. En fait, je travaille pour une entreprise qui est une concurrente directe de la vôtre. Ma mission était de m'approcher d'Adriane, votre directeur régional des ventes, pour voler des données d'appel d'offres et la liste des clients VIP. J'étais stupéfaite. Il s'est avéré que ce canular d'infidélité cachait une conspiration d'entreprise beaucoup plus grave que ce que j'imaginais.
Sylvia a continué d'une voix calme, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Ma mission est terminée. J'ai déjà tout ce dont mon entreprise avait besoin. Mais je sais que tôt ou tard vous allez détruire Adrian. Je ne veux pas être prise entre deux feux quand la justice s'en prendra à lui. Je vous donne ceci en guise d'excuse et aussi pour que vous me laissiez tranquille lors du prochain procès. J'ai ramassé la clé, sentant son poids. C'était la preuve qu'Adrian avait trahi son entreprise, violant gravement l'éthique professionnelle et la loi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ai-je demandé. Toutes les preuves que Adrian a divulgué des informations confidentielles à mon entreprise. Cela inclut des emails, des enregistrements d'appels et l'historique des commissions qu'il a reçues. Avec ça, vous pouvez le licencier de l'entreprise et même l'envoyer en prison. Sylvia a fait une pause, a regardé autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse l'entendre, et a baissé la voix pour murmurer. Il y a autre chose concernant votre chère belle-sœur. Vanessa ne dépense pas seulement sans compter, elle est impliquée dans un réseau international de blanchiment d'argent. Cette information a été comme une bombe. Blanchiment d'argent. Vanessa? Pouvez-vous mieux vous expliquer, ai-je exigé, le cœur battant la chamade. Vanessa, avec un groupe de compatriotes à l'étranger, utilise une méthode pour acheter des articles de luxe en grande quantité avec de l'argent sale. Ensuite, elle les apporte en Espagne ou dans un pays tiers et les revend pour blanchir l'argent. Ou vice-versa, les acheter ici et les retourner là-bas pour recevoir de l'argent liquide. L'histoire de la montre à Dubaï faisait partie de ce plan, mais elle a eu la malchance que vous bloquiez sa carte juste à temps. Si la police économique enquête sur l'origine de l'argent que Vanessa déplace sur ses comptes bancaires, je vous assure qu'elle n'échappera pas à une très lourde peine de prison. Vraiment, cette famille n'était pas seulement cupide et égoïste, mais aussi assez stupide pour s'impliquer dans des activités criminelles dangereuses sans avoir conscience des conséquences. Adrian vendant son entreprise, Vanessa blanchissant de l'argent, toute la famille était au bord du désastre. Pourquoi me dites-vous tout cela, ai-je demandé, la fixant intensément dans les yeux, essayant de déchiffrer ses intentions. Pour vous, a répondu Sylvia avec une sincérité rare. J'ai fait mes recherches sur vous. Vous êtes une femme de caractère. Je ne veux pas me mettre en travers de votre route. De plus, je pars bientôt à l'étranger et je veux couper tous les liens avec ce gâchis. Considérez cela comme un marché, vous obtenez les moyens de faire tomber la famille des Adrian, et j'obtiens la tranquillité d'esprit de partir. Sylvia s'est levée et a mis ses lunettes de soleil. Adieu, Elena. Je vous souhaite une grande victoire. Elle s'est retournée et est partie, me laissant seule dans la cafétéria avec la clé USB à la main. Je l'ai serrée fort, sentant un pouvoir grandissant. Les dernières pièces du puzzle s'étaient mises en place. C'était le moment du coup définitif. Lundi matin, je suis entré dans le bureau du président de la corporation avec une attitude confiante et déterminée. Dans ma main, je portais la clé USB et une pile de documents imprimés avec les données que Sylvia m'avait fournies. J'ai dénoncé Adrian non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que directrice financière protégeant les intérêts de l'entreprise. Après une réunion tendue d'1 heure, le conseil d'administration a examiné toutes les preuves. L'indignation était palpable sur les visages des dirigeants. La vente de secrets commerciaux par Adrian avait non seulement causé des pertes de millions d'euros lors des récents appels d'offres, mais avait aussi gravement endommagé la réputation de la corporation. L'ordre de suspension d'emploi pour Adrian Pérez a été émis immédiatement. Le département juridique a commencé à préparer la plainte pour emmener Adrian devant les tribunaux de commerce, demandant des dommages et intérêts et la responsabilité pénale. Cet après-midi-là, alors que Adrian était dans son bureau en train de rêver à ses plans d'enrichissement illicite, l'équipe de sécurité et un représentant des ressources humaines ont fait irruption dans la pièce. On lui a ordonné de rassembler ses effets personnels et de quitter le bâtiment immédiatement. Tous ses comptes d'accès au système ont été bloqués et sa carte d'employé a été confisquée. Adrian a été escorté hors de l'entreprise sous le regard étonné et méprisant de centaines de collègues. La nouvelle qu'il avait volé des données et qu'il avait été infidèle s'est répandue comme une traînée de poudre dans tous les étages. 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Adrian. J'ai répondu et j'ai entendu sa respiration saccadée et sa voix brisée par la panique. Elena, qu'est-ce que tu as fait au nom du ciel? Qu'est-ce que tu as donné au conseil d'administration? Pourquoi ai-je été licencié? Pourquoi veulent-ils me poursuivre et me mettre en prison? J'ai répondu calmement, d'une voix aussi froide que la glace. Je n'ai fait que remplir mon devoir d'employé loyal de l'entreprise.
tu as vendu la corporation. Pensais-tu pouvoir le cacher éternellement? Sylvia m'a donné toutes les preuves, Adrian. En entendant le nom de Sylvia, Adrian est resté sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que la maîtresse qu'il avait comblée d'attention soit celle qui lui porterait le coup le plus douloureux. Tu es une personne cruelle. Tu veux me détruire? J'ai perdu mon travail. Où vais-je trouver l'argent pour payer mes dettes et vivre? Criait-il de désespoir. C'est ton problème, ai-je répliqué. Mais je te conseille de t'inquiéter aussi pour ta chère sœur. Le problème de Vanessa n'est pas seulement une dette de carte de crédit. Je sais qu'il blanchit de l'argent. À l'autre bout du fil, il y eut un silence de mort, un silence si long qu'il en était troublant. Je savais que j'avais touché leur point faible. Cela? Qu'est-ce que tu as dit? Blanchiment d'argent, la voix d'Adrian n'était qu'un murmure tremblant. Elena, je t'en supplie. Adrian éclata en sanglots comme un enfant. Ne fais pas ça. Vanessa est naïve. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-lui. J'ai tout perdu. Ma famille est dévastée. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie. En entendant leurs gémissements lâches, je n'éprouvais aucune compassion, seulement de la pitié. L'homme que j'appelais autrefois mari se révélait maintenant comme un être faible, avide et couard. Je n'ai pas encore décidé si je dénoncerai Vanessa ou non. Cela dépendra de l'attitude de ta famille lorsqu'il s'agira de résoudre le divorce et de me rendre mon argent. Dis à ta mère et à ta sœur de bien se comporter. Ne me forcez pas à aller jusqu'au bout. Je raccrochai sans lui laisser le temps de dire quoi que ce soit d'autre. Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise, regardant par la fenêtre du bureau. Le ciel de Madrid était étrangement clair aujourd'hui. La grande tempête était passée, mais il restait encore des débris à déblayer. J'avais le dessus, et il était temps de leur faire payer chaque centime et chaque larme qu'ils avaient fait couler. Cette nuit-là, une pluie torrentielle s'abattit soudainement sur la ville. Je lisais dans mon appartement de Valdebeba quand on sonna à la porte. À travers la caméra, je vis une silhouette mince et trempée, recroquevillée devant la porte. C'était Félix, mon beau-père. Félix était la seule personne de la famille d'Adrian pour qui j'avais encore du respect. C'était un enseignant à la retraite, gentil et simple, mais sans volonté. Toute sa vie, il avait été éclipsé par l'arrogance de Pilar et le mauvais comportement de ses enfants. Il n'avait jamais osé me défendre, mais il ne m'avait pas non plus directement blessé. J'ouvris la porte et l'invitai à entrer. Félix entra en tremblant. L'eau de ses vieux vêtements coulait sur le parquet. Il enleva son casque mouillé, révélant des cheveux gris et un visage ridé et marqué par le temps. Je lui donnai rapidement une serviette pour s'essuyer et lui préparai une tasse de thé au gingembre chaud. Félix prit la tasse, ses mains osseuses tremblaient. Je ne savais pas si c'était à cause du froid ou de l'émotion. « Papa, que fais-tu ici? Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? C'est très dangereux de venir en moto sous cette pluie, dis-je en gardant un ton respectueux. Félix leva ses yeux rougis et me regarda, la voix brisée. « Elena, je suis désolé. Je demande pardon au nom de toute cette famille. » Il posa la tasse et s'apprêta à s'agenouiller devant moi, mais je l'arrêtai rapidement. « Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Assieds-toi et dis-moi ce qui ne va pas. » Félix s'assit sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Ma fille, notre famille est dévastée. Adrian a été licencié et est sur le point d'aller en prison. Vanessa n'a pas cessé de pleurer à la maison, terrifiée à l'idée d'être arrêtée. Quand Pilar a tout découvert, sa tension artérielle a grimpé en flèche et elle s'est évanouie. Elle est aux urgences maintenant, et nous n'avons pas osé te le dire. Quand j'appris que Pilar était à l'hôpital, je ne ressentis rien. C'était le prix qu'elle devait payer pour son avidité et sa méchanceté. Je sais que tout est de ma faute, sanglota Félix. Je suis un lâche. Je n'ai pas su éduquer ma femme ni mes enfants. Je l'ai laissé les gâter, les laisser faire passer l'argent avant l'affection, et maintenant nous en payons le prix. Il prit ma main, une main rugueuse et froide. Voir cet homme, qui avait toujours été si bon, s'humilier devant sa belle-fille, me brisa le cœur. Mais ma raison restait intacte. La terre au village était l'endroit où vivaient leurs ancêtres. C'était la vie de Félix. Si je la vendais, c'est lui qui souffrirait le plus. De plus, l'argent peut être remboursé, mais les crimes doivent être affrontés devant la loi.
Papa, je retirai ma main et le regardai fermement, mais aussi avec compassion. Je t'aime beaucoup, mais cela est allé trop loin. Adrian a enfreint la loi dans son entreprise, et Vanessa a enfreint la loi de l'État. Ce n'est pas moi qui veux leur faire du mal, ils se sont attirés cela eux-mêmes. Je ne peux pas abandonner une plainte pour un crime. Si je les couvre, je deviendrai leur complice. En entendant cela, Félix désespéra. Son corps s'affaissa comme une feuille flétrie. Mais ne t'inquiète pas, ajoutai-je en adoucissant ma voix. Je ne les pousserai pas à bout s'ils sont vraiment repentants. J'ai besoin qu'ils reconnaissent leur culpabilité, qu'ils rendent l'argent et qu'ils affrontent la loi avec dignité. Ne vends pas la terre du village. C'est la terre de tes ancêtres. Laisse Adrian et Pilar vendre leurs propres biens pour payer la dette. Ils doivent apprendre la leçon de la responsabilité. Tu ne peux pas continuer à porter leur fardeau. Félix me regarda avec un mélange de douleur et de compréhension. Il hocha lentement la tête. Les larmes continuaient de couler. Il comprenait que j'avais raison, sa protection aveugle avait été le poison qui avait détruit le caractère de ses enfants. J'accompagnai Félix à la porte alors que la pluie s'apaisait. En regardant sa silhouette voûtée disparaître dans la nuit, je soupirai profondément. Dans cette guerre, victoire ou défaite, la douleur resterait, mais je savais que je devais aller jusqu'au bout, pas seulement pour l'argent, mais pour la justice et pour ma propre dignité. 3 jours après la visite de mon beau-père, mon cœur était toujours agité. Ses supplications et son apparence abattue me tourmentaient. Bien que je haïssais Adrian et méprisais Pilar et sa fille, je ressentais toujours pour Félix l'affection d'une relation forgée au cours de 5 années de vie commune. Le jeudi matin, mon avocat, Ricardo, m'informa que la police économique avait officiellement convoqué Vanessa pour témoigner concernant des soupçons de blanchiment d'argent. Cette nouvelle était sans aucun doute un coup fatal pour la famille. Un mauvais pressentiment m'envahit, alors je décidai de demander mon après-midi pour aller chez Adrian voir comment allait Félix. La maison individuelle dans le quartier de Chambry, qui avait autrefois fait la fierté de Pilar, semblait maintenant sombre et sans vie. Le portail du jardin était entrouvert, le patio plein de feuilles sèches. Je sonnai, mais personne ne répondit. Je poussai la porte et entrai. Un silence étrange enveloppait tout. Le salon était en désordre, avec des vêtements éparpillés partout et des bouteilles vides roulant sur le sol. Il semblait que Pilar était toujours à l'hôpital, Adrian était probablement occupé à chercher des solutions, et Vanessa se cachait sans doute dans sa chambre, morte de peur. « Papa, es-tu là » criai-je, mais il n'y eut pas de réponse. Je me précipitai à l'étage, au 2e niveau, là où se trouvait la chambre de Félix. La porte était grande ouverte. Je regardai à l'intérieur et restai pétrifié. Félix était allongé face contre terre, une main crispée sur sa poitrine. Sa respiration était faible et saccadée. À côté de lui se trouvait un flacon renversé de médicaments pour le cœur. « Papa » hurlai-je en courant à son secours. Son corps était glacé, trempé de sueur, et son visage était violacé. Il faisait une crise cardiaque. Dans ce moment critique, j'oubliais toute la rancœur, le divorce et les litiges financiers. À cet instant, je n'étais qu'une fille essayant de sauver la vie de son père. J'appelai immédiatement le 112 pour une ambulance tout en effectuant les gestes de premier secours que j'avais appris. Je desserrai ses vêtements, relevai sa tête et massai sa poitrine sans relâche. Le temps s'étira avec une lenteur exaspérante. 15 minutes plus tard, la sirène de l'ambulance retentit à la porte. Avec les ambulanciers, nous portâmes Félix dans l'ambulance et nous dirigeâmes directement vers l'hôpital La Paz. En chemin, je lui tins fermement la main, l'appelant par son nom pour le maintenir conscient. À l'arrivée à l'hôpital, ils l'emmenèrent directement aux urgences. Je restai dans le couloir, tremblante, mes vêtements sales et transpirants. Je sortis mon téléphone et appelai Adrian. Cela sonna 3 fois avant qu'il ne réponde, la voix irritée. « Pourquoi appelles-tu autant ? Je suis extrêmement occupé. Papa est aux urgences à La Paz. Viens tout de suite si tu veux le revoir. » Je dis cela et raccrochai. Environ 30 minutes plus tard, Adrian arriva en courant. Son apparence était pitoyable. Sa chemise était froissée, il avait une barbe de plusieurs jours et ses yeux étaient injectés de sang par manque de sommeil. Il se jeta sur moi, essoufflé. « Comment va-t-il, Elena ? Où est papa ? Il est soigné par les médecins. Il a fait un infarctus aigu du myocarde.
Heureusement, je suis arrivé à temps. Un peu plus tard et il n'aurait pas pu le sauver, répondis-je d'une voix froide mais informative. En entendant cela, les jambes d'Adrian se dérobèrent et il s'effondra sur une chaise. Il mit ses mains à sa tête, s'arrachant les cheveux. À ce moment-là, il ne ressemblait plus au mari autoritaire ou au directeur commercial arrogant. Il n'était qu'un fils négligent confronté à la peur de perdre son père. La porte des urgences s'ouvrit et un docteur sortit en retirant son masque. Adrian sursauta. « Docteur, comment va mon père ? » « Le patient est hors de danger. Nous avons posé un stent pour désobstruer l'artère. Cependant, il doit rester sous observation et éviter tout choc émotionnel. Veuillez vous rendre aux admissions pour l'enregistrement et le règlement des frais, informa le médecin. Adrian fouilla dans ses poches et sortit son portefeuille, mais il était vide. Ses cartes de crédit étaient bloquées, et tout son argent liquide était passé dans le règlement des problèmes de Vanessa. Il resta là, hébété, rouge de honte et d'impuissance. Voyant la scène, je soupirai. Je passai devant lui et allai directement au guichet des admissions. Je vais payer. Entre et occupe-toi de papa. Je sortis ma carte et payai tous les frais pour l'opération et l'hospitalisation de Félix. Ce n'était pas une petite somme, mais la vie de mon beau-père était plus importante. Quand je revins, Adrian était appuyé contre le mur, me fixant. Son regard était un mélange complexe de gratitude, de regret et d'humiliation. « Merci, » murmura Adrian d'une voix rauque. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de me remercier, répondis-je en m'asseyant sur une chaise en face de lui. Je l'ai sauvé parce que c'est un homme bon, le seul dans cette maison qui m'a traité comme une personne. Quant à toi, tu devrais réfléchir à la façon dont tu as vécu pour que, au moment où ton père est au bord de la mort, tu n'aies pas un centime pour payer son hospitalisation. Adrian baissa la tête, n'osant rien dire. Cette nuit-là, Adrian et moi restâmes silencieux dans le couloir de l'hôpital. Personne ne dit un mot, mais je savais qu'au fond de lui, Adrian s'était complètement effondré. Ma bonté dans cette situation désespérée était la punition la plus douloureuse pour sa conscience. Le lendemain matin, quand Félix se réveilla et fut emmené en salle de réveil, Adrian s'arrangea pour me rencontrer à la cafétéria de l'hôpital pour parler. Il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Il commanda un café noir glacé et, tripotant son verre, osa enfin parler. « Elena, j'ai perdu. J'admets ma défaite totale. » Je le regardais, attendant ses conditions de reddition. Il savait qu'à ce moment-là, il n'avait aucune autre option. « J'y ai pensé toute la nuit, » continua-t-il d'une voix grave. « Ma famille t'a traité terriblement. Tu as tous les droits de nous détruire. Les preuves que tu as sont suffisantes pour nous envoyer ma sœur et moi en prison. Mais je te demande, pour les 5 années où nous étions mari et femme et pour mon père qui est allongé là-bas, d'avoir pitié. »« Que veux-tu » demandai-je sans détour. « J'accepte le divorce. Je signerai les papiers dès maintenant. J'accepte aussi de rendre les 200 000 euros. Mais je demande 2 conditions. » Il leva les yeux d'un air suppliant. « Premièrement, ne témoigne pas contre moi lors du procès avec l'entreprise. Laisse-les régler cela en interne. J'accepte le licenciement et je paierai l'indemnité civile. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison pour avoir révélé des secrets commerciaux. Je dois être ici pour m'occuper de mes parents. Deuxièmement, il déglutit, concernant le cas de Vanessa, ne fournit plus de preuves de blanchiment d'argent à la police. Laisse-la se rendre. J'ai consulté un avocat et si elle avoue volontairement et répare les dommages, elle pourrait obtenir une peine réduite, peut-être seulement du sursis. Si tu sors tout au grand jour, elle fera sûrement face à une peine de prison très lourde. Elle est jeune. Je ne veux pas que sa vie s'arrête ici. » Je restai silencieuse, pesant sa proposition. Au fond de moi, je n'étais pas une personne vengeresse qui voulait voir les autres détruits. Mon but était de récupérer mon honneur et mon argent et de leur donner une leçon inoubliable. Ce qui avait failli arriver à Félix la nuit précédente m'avait aussi fait réfléchir. Si Adrian et Vanessa allaient en prison, qu'adviendrait-il de Félix et Pilar? Je ne voulais pas porter la culpabilité de voir 2 personnes âgées dépérir dans la solitude et la souffrance. D'accord, acquiesçai-je lentement. J'accepte le marché, mais j'ai aussi mes conditions. Adrian se réjouit comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Toutes celles que tu voudras, dis-les-moi. Tu dis que tu vas me rendre mon argent, mais où vas-tu le trouver? Tes comptes sont bloqués. Tu n'as pas d'emploi.
Ne me dis pas que tu vas me demander un report. Adrian nia catégoriquement. Non, je ne te demanderai pas de report. J'en ai déjà parlé à ma mère. Nous allons vendre la maison de Chambry. Avec le prix actuel du marché, après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, j'aurai plus qu'assez pour te rembourser les 200 000 € et payer l'indemnité à l'entreprise. Avec ce qui restera, nous achèterons un petit appartement en banlieue où nous vivrons en location. Je fus surprise par sa décision. Cette maison était la façade, la fierté de Pilar. Leur volonté de vendre montrait qu'ils étaient vraiment acculés et conscients de la gravité de la situation. D'accord, répondis-je, nous en resterons là. Tu vends la maison et tu me transfères les 200 000 € plus les intérêts bancaires correspondant à ces 5 années. Une fois l'argent reçu, je retirerai ma plainte au civil et j'accepterai de ne plus fournir de preuves accablantes aux autorités afin que toi et Vanessa puissiez faire face à votre responsabilité pénale et chercher la peine la plus légère possible. Quant au divorce, nous le ferons par consentement mutuel pour qu'il soit rapide. Merci, Elena. Vraiment, merci. Adrian inclina la tête, la voix brisée par l'émotion. Ne me remercie pas encore. Je me levai. D'abord, déménagez de la maison. Je vous donne un mois. Si vous manquez ne serait-ce qu'un jour, cet accord est annulé. Je quittai la cafétéria en laissant Adrian avec un énorme fardeau sur les épaules, mais aussi avec un dernier rayon d'espoir pour sauver ce qui restait de sa famille. Je levai les yeux vers le ciel. Les nuages sombres s'étaient dissipés, laissant place à un soleil timide. Parfois, la pitié au bon moment est plus puissante que le châtiment le plus cruel. Un mois plus tard, tout se passa comme convenu. La maison de Chambry, témoin de mes années d'humiliation en tant que belle-fille, fut vendue à un nouveau propriétaire. L'argent de la vente, après règlement des dettes, fut transféré directement sur mon compte, 217 000 €, incluant le capital et un intérêt symbolique que j'avais demandé. En recevant le message du virement, je ne ressentis pas l'euphorie que j'avais imaginée, mais plutôt un sentiment de soulagement et de paix. Enfin, le fruit de mon travail m'était revenu. Le jour où la famille d'Adrian déménagea, ils m'invitèrent à un déjeuner d'adieu. Au début, je pensais refuser, mais Félix m'appela en insistant, alors j'acceptai. J'arrivai à l'ancienne maison alors qu'ils emballaient les derniers cartons. L'espace était vide. Les murs nous montraient les traces des tableaux qui avaient été retirés. Le repas fut servi sur une nappe improvisée sur le sol du hall vide. Il n'y avait pas de mets délicats, seulement du riz blanc, une salade, un ragoût de viande et une tortilla. C'était probablement le repas le plus simple que j'ai partagé avec eux, mais aussi le plus humain. Pilar était assise dans un coin, beaucoup plus mince, avec les cheveux presque entièrement blancs. Le léger accident vasculaire cérébral qu'elle avait subi après le choc financier illégal avait rendu ses déplacements difficiles et lui avait légèrement tordu la bouche. Quand elle me vit entrer, elle n'avait plus l'arrogance d'autrefois. Elle baissa la tête, et ses mains tremblantes pouvaient à peine servir la nourriture sans oser me regarder. Vanessa, assise à côté de sa mère, semblait également abattue. Elle s'était rendue, avait rendu tout l'argent illégal et était en liberté provisoire en attendant son procès. Grâce à ses aveux et à la réparation du dommage, et comme je n'exerçais plus de pression, l'avocat prédisait qu'elle n'obtiendrait que du sursis. Cette leçon l'avait à jamais dépouillée de son arrogance et de sa vanité. « Elena, s'il te plaît, mange, dit Vanessa, sans lever les yeux. » Je m'assis et pris une assiette. L'atmosphère était pesante. Adrian versa un verre de vin et le leva vers moi. « Elena, avec ce vin, au nom de toute ma famille, je te demande pardon. Merci de nous avoir donné une chance. Merci d'avoir sauvé mon père. Je n'oublierai jamais cette dette de gratitude de ma vie. » Adrian but d'un trait, les yeux rougis. À ce moment-là, Pilar éclata en sanglots, un cri étouffé, celui d'une femme qui avait tout perdu à cause de sa propre avidité. « Elena, pardonne-moi, dit-elle entre deux sanglots d'une voix déformée mais sincère. J'ai fait une erreur. J'ai détruit ton bonheur. Je suis une mauvaise mère. S'il te plaît, pardonne-moi. » C'était la première fois en 5 ans que j'entendais Pilar s'excuser. Des excuses tardives alors que tout était brisé, mais au moins, cela m'aida à lâcher le fardeau de la rancœur. « Tout est fini, n'y pense plus, répondis-je doucement. J'espère qu'à partir de maintenant tu prendras soin de toi, et que tu apprendras à Vanessa à travailler et à être responsable. Ne laisse pas l'argent t'aveugler à nouveau.
Le repas se passa entre larmes et regrets tardifs. Quand nous eûmes fini, Adrian m'accompagna à la porte. « Nous partons pour Valence demain », annonça-t-il. J'acquiesçai. C'est une bonne décision. Valence est une terre d'opportunités tant qu'on travaille dur et qu'on est honnête. Je te souhaite bonne chance, à toi et à ta famille. Je montai dans la voiture sans regarder en arrière. Derrière moi, la lourde porte en fer de la vieille maison se referma, enfermant les mauvais souvenirs dans le passé. Je conduisis vers mon avenir, un avenir ouvert et prometteur. 1 an plus tard, l'automne à Madrid apportait un air frais et un soleil doré qui ressemblait à du miel liquide. J'étais derrière le comptoir de mon café-librairie, la Calma, située près du parc du Retiro, respirant l'arôme du café fraîchement moulu mélangé à l'odeur des livres neufs. C'était un rêve que je chérissais depuis l'université, et maintenant, grâce à l'argent que j'avais récupéré de mon mariage raté, je l'avais concrétisé. La Calma n'était pas seulement un café, mais aussi un lieu où j'organisais de petits ateliers sur la gestion financière personnelle pour les femmes. Je voulais utiliser mes connaissances et mon expérience douloureuse pour aider d'autres femmes à devenir indépendantes, autonomes, et à savoir protéger leurs biens et leurs valeurs personnelles afin qu'elles ne tombent jamais dans une situation comme la mienne. Le tintement de la clochette annonça un nouveau client. Je levai les yeux et restai figé une seconde. Un homme de grande taille à la peau tannée par le soleil, vêtu d'une simple chemise blanche, venait d'entrer. C'était Adrian. Contrairement à son ancienne apparence soignée et artificielle, il semblait maintenant plus fort, plus marqué par les éléments, et beaucoup plus mûr. Son regard n'était plus fuyant, mais calme et confiant. « Bonjour, patronne », sourit Adrian. Un sourire aimable que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Bonjour, client. »« Quel vent t'amène ici ?» répondis-je avec un autre sourire, ayant l'impression de rencontrer un vieil ami, pas un ex-mari. Je lui préparai un café glacé, et nous nous assîmes à une table sur la terrasse surplombant le parc. « Je suis venu à Madrid pour le travail et pour visiter la famille », commença-t-il. « J'ai entendu dire que tu avais ouvert un endroit ici et je voulais passer pour te féliciter. C'est très beau. Cela correspond vraiment à ton style. Merci. Comment est la vie à Valence ? Tes parents vont bien. Nous allons bien. Mon père se porte beaucoup mieux niveau santé. Il va faire du tai chi. Ma mère, bien qu'elle ait toujours des difficultés à marcher, est plus calme. Maintenant, elle est végétarienne, elle prie, et elle est beaucoup plus apaisée. Vanessa travaille comme caissière dans un supermarché, elle travaille dur et ne rêve plus de marques de luxe. Moi aussi. Adrian hésita un moment et sortit une invitation de mariage de sa poche, la posant sur la table. Je me marie. C'est une institutrice d'Andalousie. C'est une femme bien, très travailleuse. Nous voulons faire quelque chose de simple. Je voulais t'inviter, mais comme tu es loin, j'ai apporté l'invitation pour te donner la bonne nouvelle. J'acceptai l'invitation en ressentant une joie sincère. J'étais heureuse pour Adrian parce qu'il avait trouvé un port d'attache sûr. J'étais heureuse parce qu'il avait appris à apprécier les choses simples. Félicitations, lui dis-je sincèrement. Je suis sûr que c'est une femme merveilleuse. Traite-la bien. Ne laisse pas l'histoire se répéter. Adrian hocha fermement la tête. Je le jure sur mon honneur. La leçon que tu m'as apprise m'a bien servi pour la vie. Je te suis reconnaissant de m'avoir donné l'opportunité d'être une meilleure personne. Nous discutâmes encore un moment de choses insignifiantes sans mentionner le passé douloureux, sans rancœur. Quand Adrian se leva pour partir, je pris un livre récemment publié sur le bonheur dans les choses simples sur une étagère. Je le lui dédiai et le lui offris. Un cadeau pour toi et ta future épouse. Soyez très heureux. Adrian prit le livre et me regarda avec une profonde gratitude. Merci, Elena. Et toi aussi. Sois très heureuse. Tu mérites le meilleur. Je l'accompagnai à la porte et regardai sa silhouette disparaître dans la foule. Je retournai à la cafétéria. Le soleil d'automne illuminait tout l'espace. Je ressentais une légèreté incroyable, comme un nuage dans le ciel. J'avais surmonté la tempête. J'avais combattu courageusement et j'avais gagné. Maintenant, j'étais Elena, libre, indépendante et sereine. Je souris et commençai à me préparer un café. La vie est vraiment belle quand on apprend à s'aimer et à s'apprécier. L'aube était enfin arrivée. Le soleil d'automne sur le Retiro dorait les eaux tranquilles de l'étang,
tout comme mon cœur à cet instant. La tempête était passée, laissant derrière elle la sérénité d'une âme purifiée. Je comprenais que la pire chose qu'une femme puisse faire est de se sacrifier au point de s'oublier elle-même. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que l'on doit conquérir par sa propre force et son indépendance.